un coup vache à un Européen qui visite le Mali, Casablanca. Je lui dis, vous savez, le film n'a pas été tourné à Casablanca. Et il tombe des nues, mais c'est pas vrai. Voilà une idée d'un scénariste qui a imaginé quelque chose. Et maintenant, le café existe et les gens vont aller dans ce café-là parce qu'il y avait le film, il y avait l'idée. Ah bon. Et donc, puisque tout cela se mélange, qu'est-ce que ça a donné au niveau humain? Ça a donné l'intelligence émotionnelle. Ça a donné la redécouverte que les hommes, les êtres humains, c'est pas seulement les bras de Charlie Chaplin. C'est les bras, la tête, les pieds, le cœur, les jambes, les alouettes, gentils alouettes, tout y est. Et donc, il fallait trouver, il faut encore trouver, comment remettre tout ça ensemble. Et là, il faut jeter un coup d'œil au contexte qui nous entoure. Rapidement, c'est un contexte de précarité de l'emploi, de nouvelles formes du travail, d'extension du chômage, d'embrasement de la planète, guerre, terrorisme, de crises financières successives. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais je sais que vous avez suivi, c'est juste une façon de dire, la crise de 2008. Et le mot qui est sorti, qui m'est resté dans la tête, c'est que des économistes de renom disaient c'est une crise morale. Ils sortaient des chiffres et ils allaient sur un autre domaine. Et c'est dans cette époque-là que la Norvège a installé un comité scientifique de suivi de ses investissements à l'international et a nommé un philosophe dans ce comité, un philosophe qui, a priori, ne connaît rien aux chiffres. Et je dirais tant mieux. Et donc, voilà le contexte. C'est un contexte de perte de sens. C'est un contexte où les phénomènes et la préoccupation managériale va prendre en considération ces éléments-là. Et un autre phénomène sur lequel j'ai eu le plaisir de partager avec vous il y a 2 ans, l'arrivée de la génération Y dans les organisations, qui a des caractéristiques générationnelles différentes de la génération précédente appelée X et de la génération d'avant qui est la mienne appelée Baby Boomers. Et ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qui les motive? Quel est leur moteur? Ce ne sont pas les mêmes moteurs, ce ne sont pas les mêmes motivations. Et les DRH qui avaient encore de cheveux se les ont arrachés pour voir comment, parce qu'on était tranquille, on était calme, on savait bien gérer le Baby Boomers, le X qui se mettait presque au garde à vous devant son chef, à la limite. Et je force à peine le trait, je parle de ma propre expérience. Et ceux qui se reconnaissent peuvent le dire, sinon ils sont libres de ne pas le dire. Comment appréhender, motiver, intégrer ces jeunes qui ont une autre relation au travail, une autre relation à l'autorité, une autre relation à la carrière. Et voilà où, encore une fois, il va falloir ramasser tout ça. Alors, les questionnements sont la suivante. Pour répondre à une demande qui, à mon sens, est la suivante d'abord. La demande, c'est comment réenchanter le management. Comment sortir le management des sentiers battus, parce que de toute façon, avec les évolutions du monde, si on applique les bonnes vieilles recettes, il faut s'attendre à des résultats pas comme il faut. Face à la demande de réenchanter le monde, nous avons droit à des questionnements de cet ordre-là. Comment trouver un équilibre entre le financier, l'économique, la raison d'être de l'entreprise et ses valeurs de dirigeants dans l'hyper-complexité d'un monde en mutation? Et puis, au plan collectif, quelle cohérence de ses propres valeurs avec celles de son organisation? Et se poser la question, est-ce que l'on s'y trouve suffisamment? Et puis, quelle cohérence d'ensemble? Et puis, vous voyez tout l'essor que connaît
aujourd'hui ce que l'on appelle communément le développement personnel. Au Maroc et ailleurs, le phénomène est international. Où commence l'épanouissement personnel, où finit la performance professionnelle? Ou alors quel est le mariage entre ces deux phénomènes? Est-ce qu'on peut avoir de la performance professionnelle en dehors d'épanouissement personnel? Est-ce que le manager peut se permettre le luxe de dire « Madame, Monsieur, mon collaborateur, ma collaboratrice, s'il vous plaît, vos états d'âme, vos émotions, laissez-les à la maison. Ici, on travaille. Service, camarade après. » On a essayé le taylorisme. On a essayé. Et puis, on voit que c'est pas ça. C'est pas ça parce que le contexte nous parle de burn-out. Il y a quelques années, nous avons tous suivi ce que j'appelle personnellement du suicide professionnel. France Télécom. C'est allé jusqu'à ces niveaux-là. Nous ne pouvons pas rester sans au moins réfléchir à la question. Alors, maintenant, pour nous approcher des éléments de réponse, je ne prétends pas avoir une réponse, quels sont mes présupposés de base? Mes présupposés de base sont que la spiritualité est une donnée concomitante à l'être humain en tant qu'être humain. Elle n'a rien à voir avec la place dans l'organigramme. C'est l'apanage aussi bien du N plus 14 que du N moins 42. Elle n'a rien à voir avec le niveau d'instruction. Elle est l'apanage, la caractéristique aussi bien du bac plus 42 que bac moins 15. Ensuite, nous remarquons, nous savons que depuis l'aube des temps, et bien avant l'invention de l'écriture et des religions telles que nous les connaissons ou telles que nous en avons entendu parler pour celles qui ont disparu, dans les 7 cultures, il y avait une manifestation de ce que l'on pourrait, avec le langage d'aujourd'hui, appeler des objets du culte. Les gens mettaient des choses devant leur tombe. On n'en connaît pas la signification, d'accord? Mais on sait que c'est une quête spirituelle de l'être humain depuis qu'il est être humain. Voilà donc le deuxième supposé de base. Et puis, je reviens aux travaux de Pierre Lévy, de Zara, de Bonon et tout ça, qui, en parlant de l'intelligence collective, ont d'abord balayé le mythe du quotient intellectuel, parce qu'il est lié au taylorisme et à l'époque industrielle. L'intelligence était celui qui comprenait plus vite, plus rapidement, plus vite et plus largement, plus globalement que les autres. Et ça vous classait les gens sur une échelle de 1 à 120. Et on disait ces aberrations du genre Flynn est plus intelligent que Flynn. Alors que l'intelligence, c'est tout simplement la capacité de s'adapter à son environnement. Et dans ce sens-là, la tortue est beaucoup plus intelligente que le dinosaure. La preuve, elle est encore là. Ce gros machin de dinosaure n'a pas pu s'adapter à son... Et puis, ils ont parlé de l'alignement de 4 intelligences. L'intelligence abstraite, il l'appelle comme ça, il refuse de l'appeler rationnelle ou intellectuelle. L'intelligence sociale, relationnelle. L'intelligence émotionnelle, qui depuis Coleman est suffisamment connue. Et l'intelligence spirituelle. Qu'est-ce que l'intelligence spirituelle? C'est l'intelligence de la sagesse. Celle qui permet de donner un sens. Et là, j'ai dévoilé mon mot-clé dans toute cette conférence. Sens à notre vie et à notre travail et à ce que nous faisons tous les jours et à pourquoi nous nous réveillons le matin. Et donc, si la demande est de réenchanter le management, la réponse serait, à mon sens, le management spirituel ou le management par le sens. Arrêtons-nous 2 secondes sur ce mot sens. Sans jeu de mots, il y a au moins 3 sens. Le premier, c'est la direction. Le tigel. Je vais dans le sens opposé au tien, ou dans le sens interdit, ou dans le sens permis. Deuxième acception, la signification.
l'tijah ou le mana. La troisième acception du mot sens, c'est l'interprétation. Quel sens vous donnez à ceci ou à cela? Et le sens tel que j'en parle, c'est avec ces trois acceptions en un. Excusez-moi, mais je benchmark les shampoings, ça marche très bien. 3 en 1, ça facilite la vente. Donc les trois sens en un seul, la direction, la signification et l'interprétation. Et puis deuxième mise au point, la spiritualité n'a rien à voir avec la religiosité ou avec la piété. Bien entendu, toutes les grandes religions ont leur spiritualité. Le soufisme pour nous, le mysticisme pour les chrétiens, la kabbale ou le hassidisme pour les juifs et pour les bouddhistes, le zen et les différentes démarches mystiques des bouddhistes. Et il y a une spiritualité, il faut s'en convaincre, il y a une spiritualité athée. Si nous distinguons la spiritualité de la religiosité, il y a une spiritualité athée. Pourquoi? Parce que le présupposé de base, c'est que l'être humain est en quête de sens. Qu'est-ce que c'est? Je me pose la question, qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce que je suis venu faire? Quelle est ma mission de vie? Et là, on va peut-être revenir au développement des existentialistes qui vont travailler sur exister et vivre, et qu'est-ce qui nous distingue, nous autres espèces vivantes, des autres espèces vivantes, animales ou végétales. C'est que nous avons la capacité de nous poser la question sur qu'est-ce que nous faisons sur Terre. On va appeler cela de la conscience. Tant mieux. Et donc, si on va s'orienter pour répondre à tous ces éléments-là vers le management par le sens, il va falloir d'abord réconcilier intuition et rationalité. Reconnaître l'intuition comme outil de management. Il y a quelques années, il y avait un ouvrage qui s'appelait Le manager intuitif. Le reconnaître parce qu'on le fait. Là, il faut formaliser en quelque sorte l'informalisable, parce que par définition, l'intuition informée n'est pas formalisable. Moi, ma première rencontre avec l'intuition, c'était à travers Ibn Rahman. Et tous, vous aurez des exemples de ce genre-là. Nous étions là, en famille, et annonçaient une vérité. Vraie. Du genre, il s'est passé quelque chose, ou même il va se passer quelque chose. On lui disait, et il nous répondait, jeune adolescent à l'époque, vous comprenez quel type de réaction j'aurais pu avoir. Or, c'est l'intuition. C'est quelque chose que l'on sent, qui est à l'intérieur, qu'on ne peut pas démontrer par A plus B. Sinon, il aurait pu dire, c'est un tel qui me l'a dit, je l'ai vu, ou là j'ai entendu à la radio, des choses pareilles. Non, qalbi khwayni. Immanence, ça vient de l'intérieur. Je sens que c'est cela. Et à 90%, ça s'avérait. Firasato, c'est la traduction de l'intuition en arabe. Firasatul mu'mini la tuqta'ih. Refaire confiance à son intuition. Réhabiliter l'intuition comme outil de management. Autrement dit, écouter sa voix intérieure. Et puis, libérer la créativité par la simple présence à soi et aux autres, dans cet instant-là, qui n'est à nul autre pareil, et qui ne va pas ressembler à l'instant suivant, et que ce serait une chimère de vouloir le faire ressembler à l'instant d'avant-hier. Il n'existe que cet instant-là, donc il va falloir l'occuper totalement, parce que c'est ici et maintenant que ça se passe. Et puis, sortir des sentiers battus. Parce que, comme les théories du management ont suivi une certaine évolution, il y a ce fameux grand mot, le changement, qu'on a surinvesti à tel point qu'il
commence à faire peur. Et donc, sortir du gérer le changement, anticiper le changement, subir le changement, vers le vivre le changement. Donc, un vrai changement de paradigme. Ouvrir l'intelligence du cœur. Se donner l'autorisation d'exprimer de manière décomplexée ce que l'on ressent. Je suis triste, ou j'ai peur, ou je suis en colère, et le mettre dans sa panoplie dans, quand j'étais à l'ISCAO, on appelait ça la boîte à outils du manager. Mettre cela dans sa boîte à outils du manager. Et puis, il faut prendre conscience qu'il faut passer d'un management basé sur des valeurs viriles, rigueur, professionnalisme, des choses pareilles, à des valeurs plus féminines, c'est-à-dire en intégrant l'animus et l'anima de Jung, que chaque manager intègre, si c'est un homme, la partie féminine qu'il y a en lui, et chaque manager, si c'est une femme, d'intégrer la partie masculine, l'animus qui est en elle. Et puis, l'alignement autour de l'éthique et de la cohérence. Savoir que ce qui fait réveiller les gens le matin, c'est par-delà le salaire, par-delà d'aller gagner sa vie pour payer ses factures. C'est le sens qu'ils mettent ou pas. Et les dysfonctionnements, les burn-out, les malaises, la souffrance en milieu professionnel va venir du fait qu'il n'y a pas de sens ou qu'on ne le voit pas. C'est ce qui va nous permettre d'aller vers de nouveaux types de management. Je m'en vais terminer en vous racontant une parabole. Vous la connaissez tous, juste éclairée, de nouvel éclairage. C'est la parabole du tailleur de pierre. Ils sont trois. Je crois que je vais les mettre debout pour illustrer tout ça. Premier tailleur de pierre, on va lui poser la question. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je taille des pierres. Merci. Deuxième tailleur de pierre. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je fournis des pierres à mon collègue pour qu'il construise des murs. Troisième tailleur de pierre, qu'est-ce que vous faites? Je contribue à la construction d'écoles, d'hôpitaux, de mosquées, de Jamin. À partir de là, les questions. À votre avis. Ah, faisons attention à les choses, c'est la même tâche. Ils taillent tous 20 pierres à l'heure de 20 cm sur 30 sur 15 de hauteur. Et ils sont payés le même prix. Rappelez-vous, ça n'a rien à voir avec L plus 14 ou L moins 42. Alors, imaginons ce premier tailleur de pierre, dans quel état d'esprit il se réveille le matin pour aller au travail. Celui-là, il veut dire, mon collègue qui fait des murs a besoin de moi. Et le troisième, waouh, je vais aller construire des villes. Allons plus loin. À la retraite, si jette un coup d'œil sur sa carrière, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Il a taillé des pierres. Bon, il peut dire, j'ai taillé 3 452 000 pierres et demie. Il y a une que j'ai faite au cœur de la retenue du salaire. J'ai aidé les autres à construire des murs. L'urbanisme me doit quelque chose. J'ai contribué au développement de l'urbanisme. On peut aller encore plus loin. À 90 ans, il fête son anniversaire. Il a ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, et qui vont lui poser la question. Pas si dit, Allah, j'ai taillé des pierres. Ou alors, vous voyez, ces écoles, c'est ceci, c'est votre. La différence, c'est qu'ils ont mis du sens dans ce qu'ils font, nonobstant ce qu'ils font.
nonobstant le jugement que l'on puisse porter sur ce qu'ils font. Est-ce qu'il est valorisant ou pas selon telle norme ou telle autre norme. Et en fait, le manager, pour aller dans cette voie-là, doit d'abord construire du sens dans ce qu'il fait. La panoplie des outils, elle est là. La boîte à outils, il ne faut pas avoir peur, elle est là. Elle va continuer à s'enrichir. Il y aura de nouvelles trouvailles, de nouveaux tableaux de bord, de nouveaux ceci, etc. Mais, il doit se mettre à construire du sens et d'abord vaincre ses peurs, assumer ses incertitudes et celles du monde, dépasser le pourquoi vers le comment et surtout vers le pourquoi. Le pourquoi va répondre par une finalité, un résultat à obtenir. Le pour, espace-temps, quoi, va répondre au sens. Et puis, il a à mettre du sens dans son travail à lui, dans sa mission, et pas mettre du sens dans le travail de leurs collaborateurs, parce que le sens, rappelez-vous, c'est immanent. Les aider, mettre en place les conditions pour que chacun mette du sens dans ce qu'il fait. Et je terminerai par cette citation d'Herbert von Karajan, le grand chef d'orchestre, qui dit que l'art de diriger, c'est de savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre. Que chacun construise son sens. Merci de votre attention.